Monde numérique. Et si vous achetiez un robot humanoïde, c'est possible, enfin presque. Sommes-nous entrés dans l'ère de la robotique personnelle ? On en parle cette semaine dans Monde numérique, à l'occasion de la commercialisation des premiers robots Unitree, accessibles aux particuliers. On ira en Chine retrouver la journaliste Shan Wei-Tsang et on débriefe le sujet avec Bruno Guglielminetti à Montréal. Avant cela, comme d'habitude, l'actu de la semaine. On va parler du nouvel iPhone de dernière génération, l'iPhone 16e, soi-disant moins cher que les autres. On va parler de Grok 3, la nouvelle IA d'Elon Musk, présentée comme la plus intelligente sur Terre. Et puis de Meta, qui veut dérouler le plus long câble sous-marin du monde, consacré aux communications par Internet. L'innovation de la semaine, c'est dans le quantique que ça se passe avec d'une part une découverte surprenante signée Microsoft et d'autre part une innovation scientifique de la start-up française Candela. Les interviews de la semaine, on retrouvera Patrice Duboé de Capgemini pour examiner les 5 tendances tech qui feront l'année 2025. Enfin, on verra comment l'intelligence artificielle arrive dans les cabinets d'avocats avec une initiative originale du barreau de Paris. Bienvenue à l'écoute de Monde numérique, l'hebdo, le meilleur de l'actu tech chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. C'est l'épisode du 22 février 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Monde numérique l'hebdo, c'est chaque samedi plus de 50 minutes de news, d'interviews, d'analyses sur toutes les plateformes de podcast. Bienvenue aux nouveaux auditeurs. Bienvenue également aux nouveaux abonnés à la newsletter de Monde numérique. Il suffit d'aller sur mondenumérique.info pour vous abonner. Et puis, coucou et merci à vous, auditeurs et auditrices, pour vos messages, notamment Lisa Root 71 qui ne rate aucun épisode visiblement. Merci également à Robinetta, autre auditrice fidèle sur Spotify. Comme quoi, il n'y a pas que les hommes qui s'intéressent à la tech et qui écoutent Monde numérique. Et merci également à Mickaël cette semaine pour ses messages. Un autre message plutôt négatif en revanche que j'ai reçu, je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'il faut tout dire. Enfin, dernier merci à David, Jérôme, Julien, Jean-Michel pour leurs dons, car vous pouvez aider si vous le souhaitez. Monde numérique, il suffit de cliquer sur le lien en description de cet épisode. Cet épisode de Monde numérique est soutenu par Froghands. Froghands, c'est une technologie française innovante de diffusion de contenu sur Internet. Imaginez des mini-sites très graphiques qui fonctionnent partout sur ordinateur, smartphone, tablette ou même dans des casques de réalité virtuelle sans passer par un navigateur classique. Et ce qui rend Froghands vraiment unique, c'est son concept basé sur un tout nouveau protocole différent du web. Conçu pour être léger, sécurisé, centré sur l'utilisateur, Froghands ouvre la voie à des usages totalement inédits. C'est un projet français, conçu par une équipe d'ingénieurs passionnés, qui devrait séduire les développeurs grâce à sa simplicité, sa flexibilité et ses possibilités infinies. Pour en savoir plus, retrouvez l'interview du fondateur Alexis Tamas, en audio sur le fil du podcast Monde Numérique ou en vidéo sur la chaîne YouTube ou sur le site mondenumérique.info. Et rendez-vous sur le site f2r2.fr. f2r2.fr. Voici les principales actus tech qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Et tout d'abord, un nouvel iPhone. C'est forcément une info, même si ce produit-là ne va pas révolutionner franchement l'histoire de la technologie. Mais n'empêche, voici l'iPhone 16e. 16e, une appellation qui ne dit rien à personne, puisqu'en fait c'est un nouveau nom, mais c'est pour une catégorie de produits qui existait déjà, les fameux iPhone SE. C'est la 4e version de cet iPhone, censé être un modèle d'entrée de gamme. Alors c'est vrai qu'il est moins cher que les autres, mais il coûte quand même plus de 700 €, 719 €. Un iPhone qui, il faut bien l'avouer, n'a pas de quoi déchaîner les passions, même s'il réjouira ceux qui souhaitent s'offrir ce type d'appareil sans dépenser une somme absolument astronomique, puisque les autres modèles sont plutôt autour de 1000 à 1500 €. Cet iPhone SE embarque donc à peu près les dernières technologies du moment, un écran plus grand que les modèles précédents et aussi grand que les iPhone 16 d'aujourd'hui, 6,1 pouces, un connecteur USB-C, adieu la prise Lightning pour être conforme à la réglementation européenne,
Et puis surtout la dernière génération de processeurs A18 capables de faire fonctionner Apple Intelligence. Et c'est ça quand même la bonne nouvelle entre guillemets. Apple Intelligence devrait enfin être disponible en France au mois d'avril. En revanche, cet iPhone 16e reste quand même bien en retrait par rapport à ce qui se fait par ailleurs. Du Wi-Fi 6 qui est déjà un peu ancien, pas de MagSafe, c'est-à-dire l'aimant à l'arrière de l'appareil pour le fixer facilement sur un support aimanté, un seul capteur photo, etc. Encore un mot, d'un point de vue industriel et commercial, en fait, c'est pas facile pour Apple qui essaye de trouver le juste milieu entre un produit évolué, correspondant aux technologies d'aujourd'hui, mais sans faire un appareil trop séduisant qui risquerait de cannibaliser les ventes des autres iPhones. Et puis à noter, à l'intérieur, ça c'est plutôt intéressant sur le plan industriel, pour la première fois, une puce radio, donc en fait c'est toutes les fonctions de communication sans fil, qui est une puce de fabrication Apple, la puce C1, issue du rachat de brevets de la société Intel, et ce qui montre donc la volonté d'Apple de fabriquer de plus en plus ses propres composants en interne, comme Apple le fait déjà avec les processeurs. Un petit nouveau également sur le marché de l'intelligence artificielle, mais un petit costaud si l'on en croit Elon Musk. Il s'agit de la nouvelle version de Grok, le chatbot d'IA intégré au réseau social X. Grok 3 sorti cette semaine, annoncé en fanfare par Elon Musk sur X, et qui assure qu'il s'agit de l'IA la plus intelligente sur Terre. Alors, est-ce que c'est vrai ? C'est pas évident. Et pour en savoir plus, je vous renvoie à l'épisode de Monde Numérique d'hier, en date du 21 février, où justement, je vous explique pourquoi il est très difficile en réalité de comparer les IA entre elles. Alors, malgré tout, il est vrai que ce Grok 3 paraît très puissant. Il est notamment doté de fonctions de raisonnement, c'est-à-dire raisonnement entre guillemets, c'est-à-dire de décomposition des problèmes, mais aussi d'une fonction de recherche profonde, de deep research, comme ChatGPT ou Perplexity. Et puis la prouesse aussi, elle est industrielle là encore, c'est peut-être d'avoir réussi à acquérir 200 000 cartes graphiques NVIDIA H100 pour équiper le data center Colossus qui fait fonctionner Grok. Et cela alors même que toute l'industrie se bat pour avoir ces processeurs, que NVIDIA a du mal à fournir. Et le fabricant a même dû retarder des livraisons promises à Microsoft, Meta et Google pour équiper X. On se demande d'ailleurs si le fait de s'appeler Elon Musk et d'être copain comme cochon avec Donald Trump peut éventuellement aider pour obtenir ce genre de faveur. En tout cas, on vous invite à essayer Grok, qui sait aussi créer des images, sans filtre d'ailleurs, sans aucune limite ou presque. L'outil est disponible soit à l'intérieur de l'application X Twitter, soit depuis et via une application mobile toute neuve qui vient de sortir cette semaine et qui s'est d'ailleurs hissée à la première place des téléchargements sur les stores de mobile. Alors attention parce que cette version 3 de Grok est pour l'instant gratuite, mais ça ne va pas durer. Elon Musk l'a dit, elle sera prochainement réservée aux abonnés X Premium Plus. Et cet abonnement en plus va augmenter, il va passer de 20 à 38 € par mois. Alors, je ne sais pas si vous êtes effectivement éventuellement ingénieur et que vous fabriquez des fusées, par exemple, qui sait, eh bien là, vous serez peut-être prêt à payer ce prix pour bénéficier de toute la puissance de Grok 3. Sinon, vous pourrez toujours vous contenter de la version 2 qui, elle, franchement, n'est déjà pas mal. Et puis aussi de tous les autres chatbots, dont beaucoup sont gratuits aujourd'hui, disponibles sur le marché de ChatGPT à Le Chat. Tiens, et puis à noter, toujours à propos de GenAI, comme on dit, IA générative, eh bien, ChatGPT, OpenAI, plus exactement, qui a communiqué le nombre d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT. Tenez-vous bien, ce chiffre serait de 400 millions d'utilisateurs par semaine pour ChatGPT, un service qui n'existait même pas il y a 2 ans et demi. Et donc un chiffre qui confirme l'incroyable vitesse d'adoption de l'IA générative dans le monde, et ce n'est sans doute qu'un début. Un câble sous-marin de 50 000 km pour faire le tour complet de la Terre. Il est même plus long que la circonférence de la Terre. C'est le nouveau projet de Meta, la maison mère de Facebook, qui vient donc de confirmer son intention de déployer ce câble sous-marin géant qui sera le plus long du monde. Il partira de la côte ouest américaine pour rejoindre la côte est des États-Unis en traversant toutes les mers du globe, à commencer par l'océan Pacifique. Alors c'est le projet Waterworth qui avait déjà été annoncé par Meta, enfin en tout cas l'info l'avait filtré, et elle est donc aujourd'hui confirmée.
Ça va coûter plusieurs milliards de dollars sur plusieurs années. On évoque le chiffre de 10 milliards de dollars. Ce câble servira à Meta pour établir une connectivité directe entre les États-Unis, l'Inde, le Brésil ou encore l'Afrique du Sud, et particulièrement pour déployer ses services et notamment en matière d'intelligence artificielle. Il faut savoir que plus de 95% du trafic Internet entre les continents transite par des câbles sous-marins. C'est vraiment l'épine dorsale du réseau mondial. Mais on sait également que c'est une infrastructure fragile et surtout dans un contexte international tendu comme celui qu'on connaît en ce moment, où certains pays n'hésitent pas parfois à saboter des câbles. On l'a vu récemment à plusieurs occasions en mer Baltique. Alors pour éviter ce genre de problème, Meta prévoit de poser son câble en eau profonde jusqu'à 7000 mètres et en utilisant, paraît-il, des techniques d'enfouissement améliorées afin précisément d'éviter les dommages accidentels ou volontaires causés notamment par des ancres de navires. Il y a des nouveaux produits qui sortent et il y en a d'autres qui disparaissent. Et c'est malheureusement le sort qui attend un joujou dont on avait déjà parlé dans ce podcast. Vous vous souvenez peut-être du AI Pin, cet étrange appareil d'un nouveau genre sorti en avril 2024. Un petit gadget conçu pour être accroché par exemple au revers d'une veste avec un système de reconnaissance vocale, un mini pavé tactile, un objectif photo et puis un petit projecteur pour afficher des informations dans le creux de la main. On en avait parlé dans ce podcast car j'avais pu le tester, ce AI Pin, à l'occasion d'un voyage aux États-Unis. Eh bien, c'est fini pour l'AI Pin qui rejoint directement le cimetière des innovations qui n'ont pas marché, des flops high-tech. Alors, cet appareil donc ne sera plus commercialisé à partir du 28 janvier parce que ça n'a pas marché, il n'y a rien qui a marché. Déjà, l'appareil lui-même ne fonctionnait pas bien, il chauffait, il avait des problèmes de batterie, de reconnaissance vocale également, etc. Pourtant, il était vraiment joli, il avait un design sympa qui avait été conçu par des anciens d'Apple et surtout parce que la société Human vient d'être rachetée. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle entre guillemets, rachetée par le géant de l'informatique HP pour 116 millions de dollars. Ça paraît beaucoup, en fait, c'est rien du tout puisqu'elle avait levé 250 millions. Autrement dit, elle a perdu beaucoup d'argent. Alors, l'idée était quand même intéressante. Elle avait séduit Microsoft, LG, Sam Altman aussi qui avait investi. L'idée, c'était d'essayer d'inventer un nouveau type d'objet connecté susceptible de succéder un jour au smartphone. Mais on sait, c'est un peu l'histoire de la tech, ça, que parfois ça ne marche pas du premier coup. Et l'AI Pin reviendra peut-être, ou en tout cas des choses qui étaient dedans reviendront peut-être sous d'autres formes dans le futur. Il y avait notamment une chose intéressante qui était le système d'exploitation basé sur de l'IA avec beaucoup d'intelligence artificielle. Un système baptisé Cosmos, CosmOS. Et c'est surtout ça visiblement qui intéresserait HP avec des brevets à la clé. Et on verra donc si HP, le géant de l'informatique, parvient à tirer quelque chose d'intéressant de tout ça. On va donc parler de robots maintenant, car il se passe pas mal de choses en ce moment. La toute dernière annonce, elle est signée Figure.ai. C'est cette entreprise américaine plutôt prometteuse qui a mis au point un humanoïde nommé Figure. Ça, c'était déjà sorti. Mais ce vendredi, 21 février, la compagnie a présenté une innovation, une intelligence artificielle censée rendre ces robots réellement intelligents et pour qu'ils puissent faire des choses utiles. Ça s'appelle Helix et il s'agit d'un modèle dit VLA, ça veut dire vision, langage, action. Autrement dit, 3 capacités pour cette IA, la vision, la reconnaissance vocale, donc la compréhension du langage, et l'action. Figures.ai montre une vidéo assez impressionnante où on voit des robots ranger des courses dans une cuisine. Alors, ils placent les produits dans le réfrigérateur et dans un placard. Les gestes sont un peu lents, mais très très précis. Et surtout, le plus spectaculaire, et c'est ça la véritable innovation de cette IA Helix, c'est que l'on voit 2 robots côte à côte en train de collaborer. L'un passe un paquet de pâtes à l'autre pour qu'il le range, et ça se passe plutôt bien, avec même des petits coups de tête qui vont bien. C'est assez impressionnant. Voilà, donc cette IA Helix permet aux robots de collaborer entre eux. Alors, en revanche, on n'a pas beaucoup d'infos sur comment les robots ont appris à ranger les affaires dans les placards, parce que moi, pour apprendre ça à mes enfants, ça a pris des années. Là, est-ce
est-ce qu'il a fallu les entraîner sur des jeux de données pendant des jours et des jours? Ou bien est-ce qu'ils sont capables de comprendre, simplement en regardant un humain, le faire? Ça, c'est la promesse, mais on en est encore loin a priori. Mais ça ressemble quand même à une belle avancée, en matière de robotique, cette collaboration entre robots humanoïdes. Ce qui veut dire que bientôt, on pourra avoir non pas un, mais plusieurs robots à la maison pour nous aider à faire plein de choses, en espérant qu'ils ne se disputeront pas pour savoir qui doit vider le lave-vaisselle. En tout cas, quand je parle d'acheter un robot, eh bien, c'est désormais chose possible puisque, et là ça se passe de l'autre côté du globe en Chine, la firme chinoise Unitree a ouvert la commercialisation de ces robots aux particuliers. C'est une vente qui a démarré il y a quelques jours. Ça n'a pas duré longtemps en réalité, car les clients se sont rués sur le site marchand qui proposait les robots, et Unitree s'est retrouvé rapidement en rupture de stock. Deux modèles sont proposés, le G1 et le H1. Le G1, c'est un petit humanoïde qui fait environ 1,30 m, on dirait un adolescent. Il pèse 35 kilos, et c'est lui qui coûte le moins cher. 15 000 euros, l'équivalent de 15 000 euros. L'autre, le H1, est beaucoup plus massif, il fait 1,80 m, il pèse 47 kilos. Il est bien rassurant comme il faut, ou effrayant, c'est au choix. Et lui, il coûte l'équivalent de 90 000 euros, donc c'est pas exactement la même chanson. Alors, on va parler de robots dans un instant avec Bruno Guglielminetti, justement dans le débrief transatlantique. Mais avant cela, pour une fois, on bouscule un petit peu l'ordre des rubriques dans ce podcast, avec une première interview que je vous propose d'écouter. Pour parler de ces robots Unitree, eh bien, j'ai à nouveau appelé à Pékin la journaliste Shan-Wei Zhang, qu'on a déjà pu entendre à propos de DeepSeek dans Monde Numérique il y a quelques semaines, et qui nous parle de ces robots Unitree, car décidément, il se passe de plus en plus de choses intéressantes en Chine. Bonjour Shan-Wei Zhang. Bonjour Jérôme. Journaliste à China Global Television Network, vous êtes en ligne avec nous depuis Pékin. Alors c'est vraiment, j'ai envie de dire, un moment un peu historique. On peut acheter en ligne pour la première fois un robot humanoïde, et ce robot humanoïde, eh bien, il est chinois puisqu'il s'agit, il y en a deux d'ailleurs, des robots de la marque Unitree. Alors, il y a beaucoup de gens qui se jettent là-dessus. Vous avez commandé le vôtre? Non. Ah, c'est, c'est pas donné à tous parce qu'il faut en effet en Chine, il faut prendre rendez-vous à l'avance pour pouvoir, en acheter un parce que pour l'instant, c'est pas encore produit à grande échelle pour ces robots humanoïdes. Pourquoi je l'ai pas acheté? C'est aussi parce que c'est cher. Ouais. C'est à peu près là, vous avez dit tout à l'heure, il me semble que c'était en chinois, si on calcule en yuan, c'est à peu près, 100 000 yuan, donc il faut diviser Ouais. par 7, donc voilà, c'est à peu près, 10 000 et Alors, quelques euros. ouais, plus, il est affiché sur le site de Unitree à 16 000 $, ce qui fait à peu près 15 000 euros en fait, pour le premier Ouais. modèle. Et l'autre, ça c'est donc le G1, le petit, hein, et l'autre coûte beaucoup plus cher, et coûte l'équivalent de 86 000 euros environ, Mmh. hein, Bon, bah, effectivement, 85-90 000 euros. il faut pas négliger le coût qui est déjà assez élevé et aujourd'hui, il est Ouais, ouais. possible de précommander sur le site internet et d'ailleurs pour ce robot que vous pouvez déjà commencer à acheter, il mesure 1,80 m et il Mmh. pèse Ça c'est à le peu grand. près Ouais. 47 kilogrammes. Donc déjà, ça attire déjà beaucoup d'attention et actuellement, sa vitesse de déplacement peut atteindre, plus de 3 mètres par seconde. Donc Unitree Robotics, c'est aussi une entreprise privée spécialisée dans le développement de robots à pattes et des robots humanoïdes, à la fois pour le grand public et aussi pour l'industrie. Et d'ailleurs, il faut également, se rappeler pourquoi d'un coup cette entreprise a reçu une attention particulière à l'échelle nationale. C'est parce que ces robots, il y a un mois, a pu danser et monter sur la scène du gala du Nouvel An chinois et en fait était capable de danser le yang, qui est une danse traditionnelle chinoise, lors de ce gala. Donc en fait, de voir qu'il y a des humains et des robots qui présentaient en même temps un spectacle de danse, c'est quand même quelque chose de très, très attirant et quelque chose qui fait parler, qui a fait beaucoup de buzz en Chine à l'époque. Ça a été beaucoup vu et commenté également, en Europe. Est-ce qu'on sait déjà un peu qui achète ou qui va acheter, qui est intéressé par ces robots et pourquoi faire? Parce que bon, faire coucou, courir dans le jardin, d'accord, mais est-ce qu'on sait s'il y a des gens qui ont des idées particulières? Pourquoi acheter un robot humanoïde, en fait? Pourquoi acheter un robot humanoïde? Effectivement. Alors, avant de répondre à cette question, il faut dire que Unitree Robotics n'est pas la seule entreprise
en Chine. Parce qu'en fait, il y a de nombreuses entreprises en Chine aujourd'hui qui misent tout sur, le développement des robots humanoïdes. D'accord. Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle X Humanoid, qui s'appelle simplement X Humanoid, qui est basée à Beijing, dans le sud de Beijing. Le déploiement concret des robots humanoïdes exige en effet des capacités très élevées en matière de mouvement et de coordination. Et d'ailleurs, selon les experts de cette entreprise X Humanoid, donc dans le sud de Beijing, euh, en effet, ils ont récemment développé un robot qui s'appelle le robot Tiangong. Il s'agit du premier robot humanoïde lancé par cette entreprise X Humanoid en avril 2024. Et après moins d'1 an de recherche et de développement, la vitesse de course de ce robot a déjà atteint 10 km/h et pouvant même s'élever jusqu'à 12 km/h. Donc je les Mmh. ai appelés, le responsable de cette entreprise aujourd'hui. Il m'a dit: «En fait, vu cette, évolution tellement vite et aussi cette avancée tellement, splendide, des recherches des robots, ils ont décidé en effet d'inviter ce robot à participer le marathon de Yizhuang dans le sud de Beijing au mois d'avril cette année». Donc ça veut dire Ah que bon? Donc peut-être le un jour voir un humain, vous-même, de pouvoir courir à côté, d'un robot. Ah ouais, le robot va faire du marathon. Ça peut être sympa Exactement. aussi pour les gens qui courent et qui en ont assez de courir tout seul, d'avoir un partenaire comme ça Peut-être, pour faire du footing. par exemple, de lui demander de vous accompagner pour courir, vous porter de l'eau, vous porter de la nourriture et Voilà, aussi exactement. et puis effectivement, à quoi servent ces robots? Parce qu'en fait, Ouais. heu, il y a de différents classements de robots, de différents robots, ils peuvent servir à de différentes situations. D'abord, grâce à leur capacité de locomotion, leurs intelligences et aussi leur adaptabilité à de différents scénarios, de différents environnements, ces robots aujourd'hui peuvent utiliser, dans la vie réelle. Ils quittent complètement le laboratoire pour pénétrer dans le domaine de l'industrie, de la consommation et des services publics. Par exemple, dans les supermarchés et aussi, vous pouvez en effet utiliser ce robot, que ce soit des robots humanoïdes ou ces robots chiens pour porter les marchandises et aussi de, prendre les marchandises et aussi de placer les différentes marchandises dans leurs propres endroits et aussi dans des services, l'industrie. D'ailleurs, d'abord, regardons quelques exemples concrets. 1 dans l'industrie et dans la sécurité. D'abord, ils peuvent en effet être utilisés dans l'inspection et la surveillance, c'est-à-dire ils peuvent remplacer le travail humain pour l'inspection des zones à haut risque, telles que les installations, électriques et aussi des pipelines de pétrole et de gaz ou des mines, avec transmission de données en temps réel. Ou encore, ils peuvent réaliser ces patrouilles de sécurité ou encore transport logistique. Par exemple, ils peuvent porter, des marchandises hem, pour les mettre dans un entrepôt ou encore réaliser la livraison du dernier kilomètre. C'est souvent peut-être le cas en Chine et d'ailleurs, ils peuvent aussi être utilisés dans les situations d'urgence. Par exemple, sur, les lieux de catastrophe, si jamais un endroit où il s'est passé, une catastrophe comme le séisme, comme un incendie, donc ils peuvent mener des opérations de recherche et de sauvetage en pénétrant dans des zones, aujourd'hui inaccessibles ou encore très dangereuses pour les hommes. Ou encore Mmh. dans les consommations et des divertissements dans un proche avenir. Par exemple, ces robots humanoïdes peuvent accompagner des personnes plus âgées à domicile. Ils peuvent Ouais, c'est être ça. ils peuvent Voilà, être parce que considérés comme un animal de compagnie intelligent. oui, il y a l'aspect industriel et puis il y a l'aspect, particulier à la maison. Ça peut donc servir notamment pour les personnes âgées, c'est ça? Des personnes âgées, par exemple, de prendre soin d'eux, à surveiller leur état de santé et aussi alerter, en temps, propre. C'est-à-dire si jamais il se passe une urgence, ils peuvent tout de suite alerter soit l'hôpital, soit, leurs enfants, soit leurs proches, ou encore, par exemple, ils peuvent, utiliser aussi auprès des enfants dans l'éducation et aussi, dans la formation professionnelle puisque quand ils sont dotés de l'intelligence artificielle et quand ils sont fournis, des connaissances ou encore, tout ce qui est des livres à lire dans les universités, au lycée, eh bien, à partir du moment où vous insérez des programmations de formation, par exemple, de l'école élémentaire ou encore, au collège ou au lycée, eh bien, bah, ils peuvent en effet utiliser pour interagir avec les enfants en temps réel et aussi les Mmh. productions audiovisuelles puisque vous pouvez servir de plateforme de tournage flexible et mobile, équipée d'une caméra pour, stabiliser
pour, réaliser des prises de vue dynamiques. C'est-à-dire, si imaginez que quand vous vous promenez avec un robot, vous pouvez lui demander de vous prendre en photo en temps voulu, d'enregistrer vos Ouais, sons, de nous d'enregistrer filmer, de nous suivre. exactement. Oui, oui, en Ouais, temps réel. Donc c'est pour ça que ça en fait, ça donne beaucoup d'imagination aujourd'hui aux Chinois. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le futur? Un, avec ouais. l'intelligence artificielle et 2, avec le robot. Et quand ces 2 éléments combinent ensemble, eh bien, ça peut arriver, à différents scénarios. Et même dans une récente interview de monsieur Wang Xingxing, qui est le fondateur de cette entreprise Unitree Robotics, il a dit que d'ici la fin de l'année, les robots dotés de l'intelligence artificielle devraient atteindre un nouveau palier. Ils devraient en effet avoir une percée technologique très rapidement. Et d'ailleurs, dès l'année prochaine ou l'année suivante, il sera possible de développer davantage de robots pour l'usage de base, notamment dans le secteur de services ou de l'industrie en Chine. Donc je me demande, est-ce qu'il va y avoir peut-être une généralisation des robots dans un très proche avenir en Chine? Et en revanche, pour les robots destinés à un usage domestique, le seuil à franchir pourrait être plus élevé puisqu'il faut effectivement prendre en compte les facteurs de sécurité, les facteurs de protection. Donc il faut voir, à quel degré, aussi à quelle ampleur employer ces robots. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme nous sommes déjà, mi-février et en Chine, c'est la fameuse rentrée, pour les enfants à l'école après les vacances d'hiver. Beaucoup d'écoles, ils ont déjà fait venir quelques robots dans les Ah oui. classes ou encore dans l'école pour accompagner les enfants, ou même, en effet, pour simplement, se familiariser avec ces enfants, qu'ils puissent, en effet, s'y adapter facilement dans ces interactions avec les robots. Merci beaucoup, Shanwei Zhang, donc de China Global Television Network. Le débrief transatlantique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut, Jérôme Colombin à Paris. Bon, alors moi, je parle de robots cette semaine dans Monde Numérique parce que je pense que comme moi, tu as vu ces actus. On a l'impression vraiment qu'il se passe quelque chose là. On est en train d'entrer dans une nouvelle période de développement des fameux robots humanoïdes, hein. Oui, puis c'est intéressant que tu le présentes comme ça parce que, dans le fond, j'ai l'impression que Optimus de Elon Musk Mhm. a relancé en Amérique du Nord, en tout cas du moins, il y avait comme un désintéressement par rapport aux humanoïdes, aux robots humanoïdes. Ouais. Et, et de voir l'Optimus gambader la première fois, bon, avec est interprété par un humain, mais par la suite, on a vu qu'il commençait à faire des choses, même s'il est toujours assisté par des humains, ça reste que ça éveille un certain intérêt. Mais quand on commence à regarder ce qui se fait ailleurs sur la planète, particulièrement chez les Chinois, et c'est pas une coïncidence que tu parles à ta collègue en Chine, c'est que les Chinois sont tellement avancés au niveau des robots humanoïdes. Bon, il y a des trucs qui se passent en Europe, là, mais selon moi, c'est vraiment ce qui est en train de se préparer en Chine et ils vont arriver à l'offrir à des coûts qui n'ont rien à voir avec ce que les gens pourraient Eh oui, payer 15 000 en euros. Amérique À du Nord partir ou en de Europe. 15 000 Ben oui, mais euros. c'est ça. Enfin, ça, c'est le petit modèle parce que le grand, il est à Ouais. plus de 90 000 dollars, hein, donc voilà. Mais, Mais quand même, mais quand ça même, commence ouais. à être quelque chose d'abordable, en guillemets. Exactement. Mais alors, tu sais qu'il y a, je regardais, il y a 160 entreprises environ dans le monde qui fabriquent des robots et il y en a 60 en Chine. Donc Ouais. aujourd'hui, on parle de Unitree, mais il n'y a pas que. Il y a des trucs qui, je trouve, sont très attirants quand on voit les vidéos des Unitree et autres. Ben, c'est la mobilité qu'ils ont acquise. C'est incroyable pour des volumes qui sont assez raisonnables aujourd'hui. Avant, rappelle-toi, c'était des grosses machines. Aujourd'hui, on arrive à faire des mouvements à faire des mouvements à des machines qui sont beaucoup plus fines, qui sont vraiment androïdes, qui sont presque comme un corps humain. Et est-ce que tu as vu également cette entreprise en Pologne qui a mis au point, qui est en train de travailler, elle, sur un robot avec des vrais muscles, enfin en tout cas avec des vrais faux muscles? Ouais, mais ça devient malade. Parce que quand tu vas, oui, la preuve que oui, j'ai entendu, j'ai même été faire un tour sur leur site web cette Voilà, semaine. c'est Clone Robotics, hein. Exactement, mais ils sont malades. Écoute, Ils sont ils sont en malades. train de ben non, mais ils sont en train de te préparer un robot avec des simili-muscles. Ouais. Bon, ça peut aller, mais là, ils te présentent ça. Je sais pas si dans le fond, la version qu'ils vont vendre, ça va arriver avec ça, mais ils te disent, quand ils présentent leur robot humanoïde, qu'il a un système d'organes synthétiques.
Mais là, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, une fois par année, on va aller chez le médecin pour aller prendre la santé de son La robot? visite, Ça devient un peu fou. la visite médicale du robot. Bah attends, mais de toute façon, c'est des machines, donc il y aura des réparations à faire. Ouais, je comprends, mais tu veux pas amener ça sur un médecin parce que son foie virtuel ou son cœur fait de l'arythmie, là. C'est une machine. Et c'est là où on commence et on sent bien que c'est une histoire de marketing, mais faut faire quand même attention. Tu sais, il y a le robot qui va servir à quelque chose, et de l'autre côté, tu as aussi des robots qui ne sont pas humanoïdes et qui servent à faire aussi d'autres Oui, mais choses. pas à la maison, Puis là, Bruno. C'est un robot ben à la oui, maison. oui. Ah, Ben, pense à ton petit robot, notre oui, bien-aimé chez Samsung, ouais, Bali. oui, enfin qu'on attend toujours, hein, et qui sera juste une caméra sur pattes finalement et un jouet pour amuser les Ouais, avec chats quand même un projecteur. et, Non, et un mais quoi, c'est quoi? projecteur. Bon, il y a aussi l'aspirateur robot, etc. Non, mais je pense que le robot humanoïde, c'est incroyable. Écoute, l'autre jour, moi, j'étais parti courir, voilà, un petit footing, et j'avais pas de copain avec moi, et je me suis dit, tiens, mais tu vois, si j'avais un robot, il courrait avec moi, puisque le Unitree, il peut courir, hein. Le petit modèle, il peut courir à la vitesse de 7 km/h. Donc, moi, ça me va. C'est à peu près ma vitesse. Et puis, tu as le gros modèle qui, lui, peut courir à 12 km/h et qui va même d'ailleurs faire le semi-marathon de Pékin prochainement. Ouais, mais entre-temps, Jérôme, les premières courses, tu t'imagines que tu seras en train de le ramasser parce qu'il sera en train d'essayer de se relever dans les rues de Paris, ou au pire, tout le monde aurait peur parce qu'il penserait que c'est un robot qui te court après. Oui, alors effectivement, il y a ça. C'est-à-dire que moi, j'avoue que Dans l'acceptation sociale, c'est pas rendu là. l'acceptation sociale, ça va être compliqué parce que tu peux tout imaginer. Imagine, voilà, tu vas, même ce robot qui court avec toi ou qui fait autre chose, qui sort avec toi dans la rue, il peut porter les courses. Ça peut être sympa. Oui, Il peut oui, porter les oui. courses, il peut t'ouvrir la porte, il peut te faire des choses comme ça. Si tu as je sais pas, tu vas dans un quartier un peu animé, il peut te protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un bodyguard Ouais, mais, robotique? Mmh. ouais, mais là, tu es en train de soulever des questions, là. Exactement, je sais. Parce que, mais imagine-toi, là, comment il va faire. Déjà, écoute, prends l'exemple des IA Ouais. génératives et le pourcentage de marge d'erreur qu'ils ont. Alors, à partir de quand il va décoder une agression envers toi? Tu sais, je te croise, Non, mais là, ou François Sorel te mais croise sur la rue, on va vers toi, oh, Jérôme, la première chose que tu reçois, c'est un coup de baffe c'est un du coup de robot. baffe de robot. Ah, regarde, ça va pas, Mais là. ça arrivera, Bruno, mais ça arrivera. Ben oui, Et parce que je le sais. et là encore, moi, je parle de l'aspect défensif, mais qu'est-ce qu'il y a Oui. derrière? C'est l'aspect offensif, Ben, l'offensif. évidemment. Ben oui. Le robot qui va vider le lave-vaisselle à la maison, c'est formidable, mais dès qu'il saura faire ce genre de choses, il sera utilisé, dans l'armée, c'est évident, Ah ouais. hein, et Ben, ils le font déjà. Je pense que tu as l'armée américaine, tu as l'armée israélienne qui déjà commence sur des terrains de combat mais il y a pas avec il on parle y a pas de robot on parle pas humanoïde. Ouais, d'humanoïdes. Non, 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 c'est ça. Mais d'autres formes de robots et qui maintenant embarquent sur le terrain ouais. et aident les forces armées des Et pays. ça, l'attaque des clones de Star Wars, hein, on s'en souvient, ça Ah, on sera, est là. on sera Exactement. presque On là. on est à quelques années de On est ça, hein. vraiment à Pas tellement quelques loin. années de ça. Alors, on a l'impression que Ouais. j'ai l'impression qu'il y a des barrières qui ont sauté en termes de ce qu'on appelle la mécatronique, hein, c'est-à-dire vraiment Ouais. le côté hardware, le côté matériel. Maintenant, il faut arriver à mettre de l'IA là-dedans, parce que si c'est pas assez intelligent, et notamment c'est un peu la faiblesse des robots Unitree, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Et la promesse, c'est que ces robots sachent apprendre à faire des choses simplement en nous regardant, en fait. Ouais. Ben, d'ailleurs, c'est ça, hein. Moi, je trouve ça intéressant. La première phrase qu'on nous sort des gens de Clone, là, en Pologne, c'est que vous apprenez quelque chose à votre robot et il le répétera par la Ouais. suite pour toujours. Alors, imagine-toi apprendre à faire la vaisselle à un robot, puis après, tu as la paix pour le reste de ta vie. Ça, c'est le truc délicat. Mais évidemment, si on revient dans ton histoire, c'est qu'est-ce qu'on va lui apprendre d'autre qu'il va répéter. Ça, seule notre imagination peut arriver à bout de la chose. Mais parallèlement, tu vois, on parle des robots humanoïdes chinois et c'est pas banal parce qu'à l'heure actuelle, sur la planète, moi, je trouve que c'est eux qui sont les plus avancés, en tout cas, qui sont les plus agressifs par rapport à l'intégration de l'IA au sein de ces appareils-là. Et moi, j'ai hâte de voir, je leur donne encore 1 an pour voir quelque chose qui va vraiment faire le mariage entre la robotique traditionnelle ajoutée
ou qui carburent à l'intelligence artificielle, là, on va avoir quelque chose. Mais est-ce qu'on va être content de ce qu'on a? C'est la question. C'est toute la question, effectivement. C'est aussi la promesse évidemment de Tesla avec Optimus. Ben oui. Hein, quand tu vois maintenant avec la nouvelle version de Grok, effectivement, Grok plus Optimus, ça fait la créature idéale pour tous les noirs desseins d'Elon Musk, si je puis dire. Et, Exactement. mais les Optimus seront sans doute les premiers passagers ou les premiers pilotes des véhicules vers Mars, en fait, des véhicules de SpaceX. Oui. Très On peut certainement. seulement se le souhaiter. Ouais. C'est ça qui est. À moins que ce soit des démocrates, Oui. des astronautes démocrates. Ça va. Ah oui, d'accord. Écoute, on ne met pas de politique ni dans l'espace ni dans nos podcasts, Bruno. C'est vrai, pardon, j'avais je te le oublié. rappelle. Bon voilà, là on part un peu sur des délires, mais c'est vrai que c'est quand même, c'est assez fascinant parce qu'on est en train de toucher du doigt une réalité. Enfin, elle est presque là cette réalité. 15 000 € pour un robot. Je vais pas dire que je vais craquer parce que c'est quand même une somme. D'abord, en plus, il y en a plus, mais en même temps, ça fait quand même vraiment envie. On a vraiment envie de goûter à ce truc-là, et en même temps, on voit tout le côté obscur qui se dessine derrière ça. Oui, mais Jérôme, dis-toi que si tu es capable de patienter 5 ans, ça fera partie de ton forfait de télé ou de mobile. Ouais, et honnêtement, je pensais pas voir ça de mon vivant, mais je pense qu'effectivement, on le verra. Donc c'est assez incroyable. Alors, prépare-toi. Bon, enfin voilà. Non. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée ou de nuit ou de je sais pas quoi ou de semaine, et puis je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, Jérôme. Salut Bruno. L'innovation de la semaine, c'est du côté de l'informatique quantique que ça se passe, avec 2 annonces majeures cette semaine, l'une aux États-Unis et l'autre en France. Alors la première, elle est signée Microsoft. Le géant américain a dévoilé mercredi un processeur quantique présenté comme révolutionnaire. Il s'appelle le Majorana One. Majorana, explique Microsoft, repose sur une technologie de qubit topologique. Et cela conduirait à une avancée fascinante en matière de physique, la découverte d'un nouvel état de la matière. Alors, c'est du quantique, donc c'est un peu compliqué. Avec l'aide de ChatGPT, je vais essayer de vous raconter ça de manière simple. On rappelle que l'informatique quantique repose sur des qubits, donc qui sont l'équivalent quantique des bits d'ordinateurs classiques, mais qui ont un défaut. Alors, ils ont une des qualités, c'est qu'ils permettent d'effectuer plus de calculs, mais ils ont un défaut, ils sont extrêmement sensibles aux perturbations, ce qui engendre beaucoup d'erreurs de calcul. Or, les qubits topologiques mis au point développés par Microsoft sont conçus pour contourner ce problème d'erreur en exploitant une propriété particulière de la physique quantique, les fermions de Majorana. Ce sont des particules exotiques qui n'existent pas naturellement, mais qui peuvent être créées dans des conditions spécifiques. Et ces fermions sont plus robustes, ce qui donc permet de réduire considérablement le taux d'erreur. Alors pour ça, il faut une sorte de méga frigidaire pour refroidir ces fermions à une température proche du zéro absolu. Et c'est là que l'on entre dans une autre dimension, puisque cela a pour effet, selon Microsoft toujours, d'atteindre un nouvel état de la matière. Oui, parce qu'on a tous appris à l'école que la matière existait sous 3 états, solide, liquide ou gazeux, mais avec les topoconducteurs, eh bien, Microsoft aurait atteint un nouvel état de la matière, différent des états solides, liquides ou gazeux traditionnels. On ne va pas rentrer plus dans le détail, simplement ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet donc aux électrons de se déplacer sans résistance, tout en étant protégés des perturbations extérieures. In fine, cette innovation permettrait d'accélérer de manière considérable le développement des futurs ordinateurs quantiques d'ici quelques années. Tout ça s'inscrit, on le sait, dans le cadre d'une compétition mondiale pour l'informatique quantique. Il y a quelque temps, en décembre, c'était Google qui faisait beaucoup de bruit en annonçant sa puce Willow, capable de résoudre en quelques minutes des problèmes que les supercalculateurs actuels mettraient des dizaines de millions d'années à traiter. Voilà pour Microsoft, et Google au passage. Et puis l'autre annonce forte de la semaine dans ce domaine, eh bien, elle vient de France et elle est signée Candela. Candela, c'est cette start-up spécialisée dans l'informatique quantique, installée sur le plateau de Saclay, près de Paris, et Candela qui a annoncé une avancée majeure en matière de quantique photonique. C'est une autre technique pour l'informatique quantique. Les scientifiques de Candela pourraient réussir théoriquement à réduire de manière significative le nombre de composants nécessaires
pour des calculs, là encore, résistants aux fautes. Et il réduirait cela dans un facteur de 100 000, ce qui est absolument prodigieux. C'est-à-dire qu'en gros, là où il faut aujourd'hui 1,6 million de sources photoniques pour obtenir un qubit logique, eh bien, avec cette approche proposée par Candela, qui est une approche hybride, il suffirait de seulement 12 sources. On ne va pas rentrer dans le détail là non plus, mais il faut savoir que c'est donc une véritable découverte scientifique majeure, en tout cas d'après Candela, mais c'est un article, ils ont publié ça sous forme d'article scientifique qui a donc été évalué par leurs pairs, et cela devrait permettre de réduire les coûts de production et aussi la consommation d'énergie des plateformes quantiques. Bref, on progresse tous les jours dans ce domaine du quantique, avec toujours en ligne de mire, rappelons-le, le but de l'informatique quantique, ce sera de permettre notamment la découverte de nouveaux médicaments, de nouveaux matériaux, d'optimiser aussi les ressources grâce à des algorithmes quantiques pour les processus logistiques, pour également rendre l'intelligence artificielle plus frugale, beaucoup plus frugale, puisque beaucoup plus performante, et enfin bien sûr en matière de cryptographie et de cybersécurité. Monde numérique, le meilleur de la tech. On va passer à la suite des interviews de la semaine de Monde Numérique tout de suite. Mais juste avant, un petit mot, comme je vous l'ai promis, à propos d'un message que j'ai reçu cette semaine et qui protestait contre le fait que j'avais diffusé des interviews en anglais la semaine dernière, mais qui étaient doublées par intelligence artificielle. Or, je n'avais pas précisé qu'il s'agissait d'intelligence artificielle. Alors, c'est intéressant comme message parce que je ne sais pas exactement ce qui choquait cette personne parce qu'elle ne me le dit pas, mais je suis ouvert encore à tout complément d'information. C'est vrai que j'aurais pu le préciser. Et j'avoue que si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je me suis dit qu'en fait, eh bien, on était peut-être, ça y est, rentré dans une période où, de toute façon, de plus en plus de doublage, que ce soit dans l'information ou bien bientôt dans les fictions, vont se faire par intelligence artificielle. Alors, ce qui inquiète d'ailleurs beaucoup, mais dans le domaine du cinéma, les comédiens qui font des doublages professionnels. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas précisé parce que souvent, j'avais déjà utilisé ce procédé et à chaque fois, j'indiquais que c'était de l'IA. Mais les choses vont tellement vite que c'est quelque chose qui va se banaliser. Et je me suis dit qu'il n'était pas nécessaire d'enfoncer le clou en réalité, que ça coulait de source et que beaucoup d'auditeurs soit s'en rendraient compte, soit ne s'en rendraient pas compte et qu'au fond, c'était peut-être pas forcément un problème en fait. Donc voilà, c'est intéressant comme sujet. N'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous pensez que ce type d'utilisation de l'IA doit absolument être indiqué ou bien qu'au fond, maintenant, c'est plus franchement nécessaire? Vous pouvez m'envoyer un message pour me donner votre avis sur le sujet. C'est pas inintéressant comme débat. On passe aux autres interviews de la semaine. On va parler de l'IA chez les avocats dans un instant, mais avant cela, on va voir ce qui nous attend en 2025 en matière de tendances technologiques. Comme d'habitude, les interviews sont proposées en version intégrale si vous êtes abonné et si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast. Sinon, vous retrouvez-les la semaine prochaine en épisodes séparés. Bonjour Patrice Duboé. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation pour l'Europe du Sud chez Capgemini. Ravi de vous accueillir comme chaque mois pour ce rendez-vous en partenariat entre Monde Numérique et Capgemini. Alors, Patrice, chaque année, Capgemini identifie les tendances technologiques à suivre au cours de l'année à venir. Alors, on est encore un peu dans le début de l'année. Cette année, vous avez identifié 5 tendances. Quelles sont-elles ? Alors, ces 5 tendances pour 2025 seront les agents dans l'IA générative, la cybersec, la robotique, l'impact dans le nucléaire et pour terminer, les chaînes logistiques. Bon, alors, commençons par le début. Ces fameux agents, cette IA agentique, qu'est-ce que vous prévoyez ? Alors, on a vu déjà dans les 2 précédentes années un passage entre les large language models à des agents beaucoup plus réduits. Et aujourd'hui, on va vers des choses spécifiques. Lorsqu'on veut travailler dans une entreprise, qu'on veut amener l'IA générative pour améliorer la production, par exemple, on voit que c'est quelque chose qui est très ciblé. On peut prendre l'exemple dans une chaîne d'assemblage automobile, avionique, un compagnon, un ouvrier qui fait une erreur sur une chaîne, qui va mettre un rivet à un mauvais endroit.
Comment fait-on pour réparer? Et donc, on peut très bien interroger un agent sur son téléphone, sur sa tablette, pour décrire l'erreur. Et l'agent IA va aller rechercher dans tout l'historique. A-t-on déjà eu ce type de souci? Et il peut donner en fait un type de réponse technique. Voilà, pour corriger le problème, vous pouvez faire ça. Mais on peut aussi aller vers du multi-agent, où on peut avoir un agent dédié sur le contractuel. Quel est l'impact sur cet avion, cette voiture, de cette erreur au niveau contractuel? Quel est l'impact au niveau structure, au niveau sûreté de fonctionnement, ce qu'on appelle la safety? Donc, on peut bien imaginer différents agents qui seraient un peu comme des experts humains, des copilotes, des compagnons, qui vont nous aider à trouver une solution par rapport à un domaine spécifique et à une expertise dédiée. Alors, deuxième tendance forte selon Capgemini, dans le courant de l'année à venir, c'est à nouveau de l'intelligence artificielle, mais dans le domaine de la cybersécurité. Tout à fait. Alors, on voit tous les enjeux, les dangers de la cyber. On subit tous les spams, que ce soit dans des mails, des appels téléphoniques non souhaités. Et on voit que l'IA fait accélérer à la fois la menace, mais les contre-attaques. Vous avez tous vu les spams, les fake vidéos pendant les campagnes politiques aux US ou ailleurs. Donc parfois ça peut faire rire, hein, mais on sait qu'il y a aussi de la désinformation. Il y a volontairement l'IA générative qui est utilisée pour générer de fausses vidéos qui vont générer des contre-messages dans des campagnes. Et donc là, ça peut influencer le résultat des votes. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais on peut aujourd'hui utiliser l'IA générative pour détecter justement une fake vidéo, une fake photo. Et ce qui est très intéressant, c'est le rapport annuel qui est publié par le World Economic Forum, qui chaque année met en exergue les plus grands risques pour l'industrie mondiale et pour la société. Et il est intéressant de voir que cette année, dans les 10 principales craintes, 2 sont liées au numérique. La numéro 1, c'est la désinformation. Et la numéro 5, c'est le cyberespionnage. Donc, on voit qu'aujourd'hui, pour tout le monde, les attaques cyber sont quelque chose qui sont très importants. Alors, il y a aussi un autre phénomène qui, selon vous, selon Capgemini, va prendre de l'ampleur et se concrétiser cette année. On en parle, c'est en plein dans l'actu en ce moment. C'est tout ce qui touche aux robots. Véritablement, on va, selon vous, passer un cap cette année. Donc en fait, tout le monde a vu ces fameux robots collaboratifs qui viennent de Elon Musk avec ces robots qui marchent, qui courent, mais de façon plus Enfin, on les pragmatique. attend encore pour l'instant. Voilà, on les voit qui courent dans les salons, plus que Ouais. dans les dans la vie. factories, dans les usines. Tout à fait. Exactement. Par contre, vous avez tous vu ces robots qui construisent des voitures, des ordinateurs. Donc ça fonctionne. Et on imagine bien qu'en rajoutant de l'intelligence artificielle, on peut aller plus loin. On peut également faire collaborer ces robots. Vous avez tous en tête une usine d'assemblage de voitures où chaque robot a une tâche très très précise. Et donc on peut imaginer des échanges entre ces cobots, ces robots collaboratifs, pour aller un petit peu plus loin dans l'amélioration des cadences ou pour pouvoir réagir à des petits problèmes qu'on peut trouver sur des chaînes de production. Donc là, il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de recherches faites pour aller sur des robots qui soient plus collaboratifs, plus agiles pour aider l'humain dans les tâches fastidieuses et répétitives. Alors pour tout ça, évidemment, il faut de l'énergie et c'est un peu le nerf de la guerre. Et ça aussi, c'est une tendance forte que vous prévoyez pour cette année, le recours au nucléaire. Tout à fait. Alors, vous savez qu'il y a quelques années, tous les grands leaders de la data et de l'informatique s'étaient engagés à devenir carbone neutral à 2025-2030. Et vous avez tous vu également que l'an dernier, ils ont tous dit on ne pourra plus tenir ces promesses pour une raison, l'IA générative. On sait que pour faire de l'IA générative, il faut entraîner des modèles. C'est beaucoup d'informations, de photos, de vidéos qui sont mis dans les algorithmes pour faire une intelligence artificielle. Et suite à ça, en 2023, toutes les grandes entreprises du numérique, les fameux GAFAM, Google, Alphabet, Facebook, ont augmenté leur empreinte carbone de 30%. Donc on voit bien qu'il y a une énorme demande d'énergie et c'est pour cette raison qu'aux États-Unis, ces grands leaders ont tous signé des accords avec les leaders de l'énergie pour rouvrir des tranches nucléaires
pour pouvoir répondre à cette demande en essayant d'être décarboné. Alors parfois essayer d'être vert avec du solaire, de l'éolien, mais ça ne suffit pas. Donc le nucléaire, qui est quand même décarboné, permet de répondre à ces enjeux sans faire exploser la facture de l'empreinte carbone. Et enfin, 5e tendance pour 2025 sur le plan des technologies. Ça devrait bouger beaucoup pour l'industrie avec des changements dans ce qu'on appelle l'approvisionnement des entreprises. Alors la fameuse chaîne de logistique, la supply chain, on sait que suite au Covid, toutes les entreprises ont souffert de ça. On entendait tous des problèmes, des avions qui peuvent pas sortir parce que il manque des réacteurs, des voitures qui peuvent pas sortir parce que dans le tableau de bord il y a tellement de puces que lorsqu'il y a une rupture de la chaîne logistique des puces, en fait on peut plus sortir les voitures. Ça continue parce qu'il y a eu on a voulu diminuer les stocks, à travailler en flux tendu. Et aujourd'hui, on est un petit peu à la limite de l'exercice. Donc, on essaie de voir comment le digital, comment l'IA peut amener une vision temps réel beaucoup plus réaliste pour anticiper les problèmes, pour bloquer les cadences. Donc là, ça va générer de nouveaux besoins. Et un exemple que vous avez peut-être entendu sur le passeport des batteries. Donc, dans les 2 ans qui viennent, avant février 2027, tous les fabricants de batteries devront fournir le passeport digital de la batterie. C'est-à-dire, on saura où a été fabriquée la batterie, avec quels matériaux et quel est l'usage de la batterie pendant toute sa vie. Et donc ça amène une transparence, une traçabilité par rapport à l'impact carbone et par rapport à l'usage et à la qualité de la batterie. Donc ce sont des choses qui avancent et qui sont plutôt une bonne nouvelle pour le consommateur. Merci beaucoup Patrice Duboé, directeur de l'innovation pour l'Europe du Sud chez Capgemini. Et pour en savoir plus, on renvoie au rapport annuel Technovision de Capgemini. Bonjour Maître Pierre Hoffmann. Bonjour. Vous êtes bâtonnier du barreau de Paris. Merci de m'accorder cette interview à l'occasion du sommet sur l'intelligence artificielle. Parce que vous avez initié une opération qui est assez étonnante. Vous êtes le premier barreau de France à vouloir intégrer l'IA et à faciliter l'intégration de l'IA dans les cabinets d'avocats. De quelle manière exactement ? Effectivement, merci pour votre invitation. Au mois d'octobre dernier, on a lancé une offre, c'est-à-dire que 14 000 avocats du barreau de Paris, on est 34 000 à Paris, 14 000 sont seuls ou à deux, et pour 14 000 avocats du barreau de Paris, ils ont accès gratuitement pendant 15 mois à un outil d'intelligence artificielle. L'idée, justement, était de leur mettre le pied à l'étrier pour qu'ils puissent utiliser l'outil et un outil de qualité. Donc, c'est un chatbot conversationnel que vous avez entraîné spécialement à partir d'un corpus juridique, c'est ça ? Alors, effectivement, le code rouge d'Alloz, qui est très, très connu pour les juristes, ils ont créé leur outil d'intelligence artificielle. Et l'idée, justement, c'était, comme le barreau de Paris ne pouvait peut-être pas le faire en interne, d'avoir un partenariat avec un éditeur privé. Voilà. Et on a une offre avec eux. Comment est-ce que c'est accueilli dans votre profession ? C'est très intéressant ce que vous posez parce que après des réticences, moi, ce que j'observe, c'est que rien ne remplacera l'humain et l'échange, comme nous avons un échange en ce moment. C'est pas ChatGPT qui répond aux questions, donc je m'adapte à ce que vous dites. Mais il va falloir avoir une autre technicité, c'est-à-dire celui qui fait un peu de tout. Un recouvrement de créances, voilà, on me doit 400 €, c'est des choses un peu standards. Ça, la machine, elle va le faire, et on n'aura pas vraiment de valeur ajoutée. Mais si on monte en gamme dans quelque chose d'un peu plus technique, là, l'avocat a sa valeur. Donc justement, et dans une journée, on peut avoir 10 demandes dans la journée pour un avocat. Il y en a 8 sans grand intérêt, et 2 fondamentales. Mais ça va prendre le même temps entre les 8 ou la fondamentale. C'est mon recouvrement de créances de 400 € parce que pour vous faire plaisir, je vais vous le faire. La machine va m'aider. Et puis après, je vais monter en gamme sur autre chose. Et puis, il faut faire aussi une chose, c'est qu'on est challengé par nos clients eux-mêmes. Nos clients, eux, ils ont outil, alors peut-être pas à l'accès, ou ils ont peut-être l'outil zéro, mais eux-mêmes vont nous challenger parce qu'ils ne voudront pas payer, donc ils vont faire des choses eux-mêmes de la même manière que, et ça c'est les médecins ont la même chose, j'ai vu sur internet, je sais que j'ai un cancer, mais le médecin il dit c'est n'importe quoi, tu vois ça. Donc il va falloir aussi monter en gamme. Vous ne craignez pas qu'un jour les clients s'adressent directement à cet outil sans passer par les avocats, notamment pour des petits cas ?
Alors, si c'est sans représentation obligatoire, s'il faut un procès, il y a un moment, il faudra bien que l'avocat aille devant la juridiction. Mais vous avez parfaitement raison, ils vont pouvoir se passer de nous et c'est l'exemple que je reprends systématiquement que j'ai eu il y a, 1 an et demi. C'est une anecdote, mais véridique. J'ai un client qui me dit: «Pierre», c'est une lettre de mise en demeure sans intérêt, une affaire de contrefaçon. Il me dit: «Pierre, est-ce que c'est toi qui l'as fait ou est-ce que c'est moi qui l'envoie?» Et il avait trouvé sur ChatGPT un truc qu'il avait fait lui à sa sauce. Donc tu te dis: «Si je me prends pas le train en marche, je vais mourir». Donc comment on le réadapte pour lui dire que ce que tu m'as fait, c'est erroné pour telle raison et je vais le retravailler? Mais il va falloir monter en gamme. Dernière question. Pour le client, quel bénéfice? Avocat plus intelligence artificielle, est-ce que le client en tire un réel bénéfice? Bah, écoutez, je pense que de toute manière, l'avocat a toujours travaillé avec des sources. Avant, il allait dans le jurisclasseur, là, il va avec l'IA. Le sujet aussi, c'est peut-être le coût. Faire baisser les coûts parce qu'on peut avoir sa réponse un tout petit peu plus vite, orientée. Donc je pense que c'est dans l'intérêt. De toute manière, les étudiants en faculté, j'y vais tout à l'heure, ils font quoi? Ils utilisent les outils d'intelligence artificielle. Donc nous, on a une certaine génération, mais eux ne nous ont pas attendus pour l'utiliser. Donc on n'aura pas le choix parce qu'on va être challengé par les propres futurs avocats l'utilisent et les futurs clients également. Merci beaucoup, Pierre Hoffman, bâtonnier de Paris. C'est la fin de cet épisode de l'Hebdo de Monde Numérique en date du 22 février 2025. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, n'oubliez pas, retrouvez les interviews en version intégrale la semaine prochaine, en épisodes séparés sur le fil du podcast Monde Numérique. Merci pour votre fidélité, merci de suivre ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir automatiquement tous les nouveaux épisodes et puis abonnez de force tous vos amis. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter pour recevoir en quelque sorte la version écrite de Monde Numérique. En réalité, c'est plus que la version écrite, c'est autre chose. Voilà, merci de noter Monde Numérique sur les plateformes d'écoute, notamment Apple Podcast, 5 petites étoiles, c'est très important pour le référencement. Vous pouvez également m'envoyer des commentaires ou des messages via le site mondenumérique.info. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir financièrement Monde Numérique en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. La semaine prochaine, on retrouvera Luc Julia, le spécialiste de l'intelligence artificielle qui intervient une fois par mois dans Monde Numérique. L'humeur de Luc Julia, un rendez-vous à ne pas rater. Je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut.